Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à cet événement organisé par la Technopole Saint-Brieuc-Armor et soutenu par Saint-Brieuc-Armor Agglomération et la French Tech Saint-Brieuc B. Je me présente, je m'appelle Claudie Lemeur, je suis chargée de mission à la Technopole Saint-Brieuc-Armor. Nous avons pour mission d'accompagner les porteurs de projets et entreprises innovantes dans tous les secteurs d'activité sur un territoire qui représente les 2/3 est du département des Côtes-d'Armor. Nous avons souhaité organiser cet événement pour soumettre quelques conseils et leviers à vous, les entreprises, afin que vous puissiez recruter vos collaborateurs. C'est un exercice qui peut s'avérer compliqué selon la typologie des métiers et des profils recherchés. Donc, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques petits conseils pour que ce webinaire puisse se passer dans les meilleures conditions. Nous désactiverons les webcams et les micros des personnes qui n'interviendront pas lors de ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Nous les relayerons à l'issue des présentations et puis nous pourrons peut-être vous laisser poser vos questions en laissant la caméra et le micro ouvert. Et puis pour cela, vous aurez juste à lever la main via le petit icône « Lever la main ». Donc, vont se succéder aujourd'hui pas moins de 9 intervenants. Donc, c'est un programme assez complet et dense. On va essayer de garder le timing. Donc, tout d'abord, c'est Géraldine Chapelle, directrice d'Adéliance, qui va nous présenter les bonnes questions à se poser avant, pendant et après le recrutement. Donc, cela va nous permettre d'explorer différentes pistes en fait, de recrutement possibles. Nous laisserons ensuite la parole à 5 responsables de formation qui peuvent proposer des formations en alternance. Donc, avec des profils qui pourraient vous intéresser, vous, les entreprises qui sont derrière vos écrans, pour des profils assez variés. Et donc, ce sera des présentations en mode speed pitch, donc assez rapide, en 3 minutes, avec une petite question à la fin. Et donc, on vous laissera les coordonnées de toutes ces personnes et de toutes les formations. Comme ça, vous pourrez revenir vers eux et vers elles, si besoin, par la suite. Donc ensuite, il y aura le cabinet de conseil en recrutement Menhir, donc Stéphane Fargéas qui nous apportera son regard aussi en complément de celui de Géraldine sur des choses un petit peu complémentaires. Enfin, donc comme d'habitude dans nos événements Saint-Brieuc Tech, nous aurons la présentation de 2 entreprises que nous accompagnons. D'une part, Cédric Bourges, le fondateur de Nutraveris, qui fait preuve d'agilité managériale pour recruter ses collaborateurs et les garder au sein de sa société. Et ensuite, Xavier Pisson de Code House, un jeune entrepreneur qui nous présentera sa société et ses retours d'expérience en matière de recrutement. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la French Tech Saint-Brieuc B. Et je laisse tout de suite la parole à Géraldine pour sa présentation, donc une mini-conférence sur les bonnes questions à se poser pour recruter. C'est à vous, merci. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravie d'intervenir dans ce webinaire. Donc, Géraldine Chapelle, après un parcours de DRH et d'avocate en droit social et dans différents secteurs et groupes, j'ai pris la direction du groupement employeur Adéliance il y a presque un an. Voilà, donc Adéliance, en 2 mots, c'est une association qui permet à des entreprises qui n'ont pas le besoin ou les moyens d'embaucher des personnes à temps plein, de bénéficier de compétences à temps partagé. Et ça permet aussi de sécuriser le parcours des salariés dans le cadre d'un CDI à temps partiel choisi ou à temps plein si elles le souhaitent. Donc voilà, c'est vraiment du partage de compétences et notre activité première, c'est le recrutement. Alors, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment dénicher les talents. Alors, je vais peut-être en décevoir certains, mais je n'ai pas de formule magique, ni de baguette magique. Mais en tout cas, avec des retours d'expérience, des échanges avec des chefs d'entreprise, des candidats, des salariés, nous allons identifier quelques réflexes à adopter. Alors peut-être qu'il s'agira d'évidence ou de bon sens, mais parfois cela mérite de se les rappeler pour trouver les bons candidats et surtout les garder. Les enjeux en fait d'un recrutement qui ne fonctionne pas sont très importants. Ce sont des enjeux directs mais indirects également. On parle de coûts, évidemment, du temps passé, de l'argent qui peut être dépensé, mais également la formation
l'impact sur l'image de l'entreprise. Donc, il faut vraiment, en effet, se poser quelques questions avant de se lancer. Il y a une première chose à se dire, c'est de ne pas se précipiter. Alors, évidemment, en général, on a un sentiment d'urgence. On a un départ, il faut le remplacer, ou on a une activité en croissance et on a besoin de quelqu'un. Donc, on se dit, il y a urgence, il y a urgence. En fait, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 dans le recrutement, c'est ce sentiment d'urgence. Donc, première chose à se dire, même si on a envie d'aller vite, ne pas se précipiter. Et on va voir ensuite ce qu'il faut faire avant, pendant et après. Alors, avant, étape très importante parce que pour trouver, encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Et parfois, on ne prend pas suffisamment le temps de se poser cette question-là. Si on est sur un remplacement, on va essayer de dire, bon, bah, je veux à peu près le même profil, voilà, je vais pas réfléchir sur les tâches, je vais réembaucher quelqu'un sur le même poste. En fait, c'est parfois une erreur et il faut vraiment prendre le temps en amont de se poser et d'identifier les tâches, les missions, les compétences requises, les aptitudes relationnelles également, bref, essayer de définir une fiche de poste par rapport à son organisation. Même dans les petites structures, même si on est sur l'embauche d'un premier salarié, c'est par rapport à la fonction de gérant, de dirigeant, de se poser la question de savoir qu'est-ce que je vais déléguer à cette personne-là. Qu'est-ce que je vais lui donner à faire? Qu'est-ce que moi je vais conserver? Qu'est-ce que je vais confier à cette personne? Donc c'est vraiment ce temps-là est très important parce que si on ne définit pas bien ce que l'on cherche, eh ben on risque de tomber à côté et de ne pas atteindre sa cible. Donc vraiment se poser la question de bien définir les tâches, le savoir-être, le savoir-faire et de réfléchir à son organisation. Il y a aussi la question des postes, les postes entre eux, si on est sur plusieurs salariés, c'est l'interaction entre les différents postes. Il ne faut pas voir les postes comme des silos imperméables les uns avec les autres. Donc, il faut aussi réfléchir globalement. C'est très important. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut passer à l'étape de la rédaction et la diffusion de l'annonce. Le travail en amont va permettre d'avoir une annonce claire, lisible, transparente et aussi donner l'envie. Alors, les choses, elles ont évolué sur les annonces. Il faut éviter le jargon interne. Il faut être pédagogue. Il faut se dire, la personne, les candidats qui vont lire mon annonce, il faut qu'ils s'y retrouvent, il faut qu'ils comprennent. Donc, si c'est aller chercher dans le dictionnaire des définitions techniques, ça peut être un peu compliqué. Donc, il faut décrire les missions du poste de manière honnête. Ça, c'est important parce que plus on va être clair, plus on va être transparent, plus on va cibler au mieux les candidats qui pourraient être intéressés. Il faut aussi, s'il y a des exigences de diplôme, de certification qui sont requis, il faut les mettre dans l'annonce parce que vous verrez, ça évitera de perdre du temps sur des critères qui sont impératifs pour vous. Et également, ce qui est important dans l'annonce, c'est il faut essayer de faire transparaître la culture de l'entreprise dans laquelle les candidats se retrouveront. Aujourd'hui, on voit bien que c'est important. Il y a le poste, mais il y a l'environnement aussi que les candidats vont chercher, la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. C'est important d'afficher pour que les candidats peut-être se reconnaissent et se disent ça donne envie. On est assez communicant sur la marque employeur, et bien c'est très important de le retrouver dans les annonces.
et de ne pas forcément faire des annonces très, très, très détaillées, longues, où on va perdre les candidats. Il faut vraiment essayer d'aller à l'essentiel. Le reste sera défini lors de l'entretien. Donc, il y aura un temps. Donc, vraiment, prenez le temps de bien définir et de bien rédiger l'annonce, et ça va vous aider, puisque vous aurez fait le travail en amont avec la fiche de poste, et bien l'annonce sera d'autant plus lisible et claire. Une fois que vous avez rédigé votre annonce, et bien, il faut la diffuser. Alors, Stéphane, je pense, développera ce sujet-là. Juste, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que il y a plein de canaux en fait de diffusion. Il y a de la diffusion en interne. Donc là, c'est important quand il y a des salariés de faire jouer la cooptation. Parce qu'on se rend compte en fait que les salariés sont les ambassadeurs de nos entreprises et peuvent recommander des candidats, et en termes de fidélisation, c'est très efficace ensuite. Donc ça, c'est important. Il faut aussi faire jouer l'évolution professionnelle en interne. Ça peut permettre de faire un jeu de chaises musicales, faire évoluer les salariés en interne et puis aller recruter en externe une autre compétence. Et puis, évidemment, c'est la diffusion en externe. Donc là, il y a les sites, les job boards classiques. Il y a aussi tout ce qui est job dating, forum emploi. En fait, il faut essayer de se faire connaître pour qu'il y ait aussi des candidatures spontanées. Évidemment, il y a aussi des cabinets extérieurs qui peuvent aider. Et puis, dans l'évolution professionnelle aussi, on va en parler tout à l'heure, il y a aussi clairement l'alternance qui peut permettre, par une évolution, des candidats d'avoir des compétences évolutives dans les entreprises. Donc, une fois qu'on a diffusé l'annonce, on va récupérer des CV et il faut les traiter, les CV. Ça, c'est vraiment un travail important de sélection des CV. Donc, comme vous êtes clair dans ce que vous cherchez, vous avez bien fait le travail en amont, il y a des prérequis, des compétences, des certifications, des expériences, où là, vous pouvez faire un premier tri dans les CV et puis ensuite les classer. Alors, c'est vrai que les CV, on entend plein de choses sur la présentation des CV. Est-ce qu'il faut détailler, pas détailler? Il faut aussi laisser la chance au CV, je dirais, et essayer d'aller creuser dans les parcours professionnels, prendre le temps de bien les lire, et puis se dire, je vais faire une préqualification téléphonique. Donc, quand vous avez fait votre sélection de CV, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un entretien téléphonique avec les candidats que vous avez présélectionnés pour vraiment, je dirais, échanger sur les incontournables, la mobilité, les prétentions salariales, si c'est un CDI temps plein ou si vous proposez un temps partiel. Si vraiment la base, en fait, il peut y avoir si vous êtes d'accord en fait sur la base, pour ensuite aller sur l'entretien. L'entretien, c'est une étape fondamentale. Vraiment, c'est très très important. Ça se prépare. Il peut être individuel, collectif, il y a plein de techniques sur les entretiens. Il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs sélectionneurs. Il peut y avoir plusieurs candidats aussi. Il y a des entreprises qui fonctionnent par des entretiens collectifs. En tout cas, il y a 2 points qui me paraissent, moi, vraiment fondamentaux. C'est la disponibilité et le fait de l'avoir préparé. Il faut être disponible, il faut être concentré, il faut couper son téléphone, parce que c'est un moment vraiment très important où vous allez faire connaissance avec le candidat. La règle des 80-20, alors c'est pas à suivre à la lettre, mais c'est vraiment la proportion entre le temps que vous laissez
aux candidats, qui est la grosse majorité du temps de l'entretien, à se présenter, et vous, le temps que vous allez parler. Il faut vraiment se mettre en condition. Il faut prendre des notes, parce que si vous voyez plusieurs candidats, vous ne vous rappellerez pas forcément de tous les parcours. Donc, il faut vraiment aller être disponible. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment le point important pour vous concentrer sur le parcours du candidat. Et dans l'entretien, les quelques outils qui peuvent être intéressants, c'est la mise en situation. Dans ce que vous allez proposer, essayez d'être concret dans les questions que vous pouvez poser ou la mise en situation du candidat. C'est des questions ouvertes aussi, il faut laisser la personne s'exprimer et rebondir. C'est pour ça qu'il faut être concentré sur ce que le candidat ou la candidate va exposer. Il faut laisser la parole au candidat et à la candidate de poser des questions, parce que en fait, il faut que le candidat montre sa motivation, mais quelque part, il faut que l'entreprise séduise aussi. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, où certains métiers sont un peu pénuriques en termes de candidature, donc on voit bien que les entreprises doivent aussi séduire. Donc, il faut que le candidat puisse poser ses questions. Il peut y avoir aussi des tests qui peuvent être proposés. Donc là, c'est encadré, hein, faut prévenir le candidat ou la candidate en amont. Et puis les prises de référence également qui peuvent être intéressantes. Et là aussi, il faut avoir l'accord du candidat. L'entretien, il va vous permettre d'apprécier à la fois le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-être des personnes sur leur intelligence relationnelle, la capacité de remise en question, de rebondir, la curiosité aussi, savoir si le candidat ou la candidate a préparé son entretien, ça c'est intéressant, ça montre aussi la motivation. Voilà, comme vous avez préparé en amont votre entretien, vous allez pouvoir guider aussi les échanges pour vous essayer d'avoir une grille d'évaluation ou en tout cas d'appréciation. Et en tout cas, il y a certains pièges à éviter dans les entretiens, c'est les préjugés. C'est par rapport au CV ou aux expériences. Je pense qu'il faut être suffisamment ouvert. L'effet miroir aussi, qui peut être un peu pernicieux, c'est-à-dire que parfois on va chercher notre mini-moi ou quelqu'un qui nous ressemble. Donc il faut prendre du recul sur ça. La précipitation, on en a parlé, hein, c'est le premier ennemi du recrutement. Et l'auto-persuasion. C'est le doute, c'est de se dire je suis pris par l'urgence, je sais pas, on y va. Enfin, voilà, faut essayer de s'écouter et d'avoir un temps vraiment de réflexion. Géraldine, oui. Il y a un téléphone qui doit sonner chez vous, non? Non. On entend une musique, c'est étonnant, je ne sais pas d'où ça vient. Non, j'ai pas de téléphone, moi. C'est bon, là c'est bon, ça t'arrête. D'accord. Je vous laisse continuer, désolée. D'accord, mais j'ai encore un petit peu de temps. Oui, allez-y. C'est bon, super. Donc voilà, donc les préjugés, en effet, c'est pour ça que le temps de préparation de l'entretien et la préparation est vraiment très, très importante dans l'entretien pour être concentré sur les échanges avec le ou les candidats et puis dans le respect des échanges et de ce qu'ils peuvent présenter. Donc, une fois que vous avez fait vos entretiens, hein, évidemment, on y passe du temps, il y a plusieurs candidats qui sont rencontrés. C'est essayer, autant que faire se peut, de suivre les candidatures en faisant un retour aux candidats sur leur candidature.
C'est vrai que c'est parfois compliqué, mais ça permet aussi que le candidat sache pourquoi il n'a pas été ou elle n'a pas été retenu, de faire un feedback. Et puis, ça donne une bonne image aussi, une image professionnelle dans le traitement des candidatures. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être et qui est souvent apprécié aussi des candidats d'avoir un retour. Donc vous avez fait votre choix, vous avez trouvé le candidat ou la candidate qui vous convient, et ben le travail n'est pas fini. En fait, le recrutement ne s'arrête pas à l'embauche du ou de la salariée. Il faut être vigilant sur l'accueil, sur l'intégration de la personne. Donc parfois on peut mettre un parrain, un tuteur quand c'est possible, ou si c'est pas possible, en tout cas d'avoir un interlocuteur privilégié, et puis d'interroger aussi, de faire des points réguliers avec le candidat ou la candidate sur son intégration. C'est aussi l'interroger entre ce qu'il avait ou ce qu'elle avait compris du poste, de l'entreprise, ce qu'il a trouvé, est-ce que ça match, est-ce que ça correspond, et de l'interroger là-dessus. C'est souvent intéressant d'avoir son retour et de suivre la période d'essai. Voilà, c'est vraiment de cadrer la période d'essai, de faire des échanges régulièrement pour voir s'il y a quelque chose à corriger, ou en tout cas à améliorer, ou une intégration, ou les outils. Voilà, mais c'est vraiment suivre, et au-delà de la période d'essai, cette intégration du ou de la candidate. Ça, faut vraiment pas le banaliser. Voilà, donc sur les retours d'expérience que je pouvais avoir sur le recrutement en général. En conclusion et en résumé, je dirais qu'il faut bien définir ce que l'on cherche, procéder par étapes et communiquer sur le poste, mais également sur son entreprise en général, pour donner envie aux candidats. Voilà. Merci Géraldine. Merci à vous. C'est la conclusion que vous donnez là, c'est toute l'importance du marketing employeur, c'est d'avoir une bonne image. Et puis le premier vecteur d'image, ce sont les dirigeants, mais aussi les salariés. Donc la culture d'entreprise, c'est pas désuet, c'est encore plus que jamais d'actualité certainement. Tout à fait. Donc, nous avons déjà une ou deux questions dans le chat de la part de Sophie Kouka, qui interviendra tout à l'heure. La première question, c'est quelle est la zone d'influence d'Adeliance? Alors, sur quel territoire vous intervenez? Oui, donc on intervient de Lannion, Quintin, Lamballe, Erquy. Donc, une bonne partie du département des Côtes-d'Armor. Une bonne partie du département. Alors, oui, voilà. Oui. Elle voulait savoir aussi si vous occupiez des postes cadres. Oui, tout à fait. On fait tout type de postes, cadre, non cadre, tout secteur d'activité. On ne prendra pas de poste en agricole, puisqu'il y a un GE, un groupement d'employeurs spécialisé dans l'agriculture. Mais sinon, on fait vraiment tout type de poste. D'accord. Et l'autre question, puisque du coup, Sophie, donc, elle va se présenter tout à l'heure, elle travaille à l'ECAM à Rennes, savoir est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'imaginer des alternantes en partagé? Alors, la réflexion, je me la pose très sérieusement, en effet. Donc, évidemment, nous, on en a en structure, mais je pense qu'il faut travailler cette réflexion avec nos entreprises adhérentes. Voir comment ça pourrait s'organiser formellement, mais je suis ouverte à la réflexion, tout à fait. D'accord. C'est vrai que vous identifiez aussi les besoins et vos solutions émanent de besoins, quoi. Exactement. Et la question de Pascal aussi, qui va intervenir tout à l'heure, de l'IUT de Saint-Brieuc, quelle est la place des postes commerce? Alors, sur les postes commerciaux, on en a eu. Là, actuellement, nous n'avons pas en
actif dans nos salariés mis à disposition, mais j'ai identifié des besoins. Donc, ça pourrait être intéressant et je rencontre actuellement des candidats sur des postes de commerciaux. D'accord. Et en marketing, communication, je vois dans le chat, on a des personnes à temps partagé. Oui, on en a connu, on en connaît. Tout à fait. Au sein de Zoopôle Développement et dans des autres structures aussi, sur des postes de qualité, sur des postes. Il y a plusieurs postes divers et variés. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Géraldine, pour ces informations. On va passer à la deuxième séquence de notre matinée, enfin de notre midi. On partage le déjeuner avec vous. On va passer donc les écoles ont la parole avec Samuel Ripsko de l'AFPA de Langueux qui propose 2 formations. Une formation concepteur designer User Interface, UI, donc expérience utilisateur, et une formation concepteur développeur d'applications. Du coup, je vous laisse ouvrir votre micro et votre caméra, Samuel, pour la petite présentation de 3 minutes, à l'issue desquelles je vous poserai une petite question. D'accord. Déjà, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Samuel Ripsko, je suis formateur designer web à l'AFPA de Langueux depuis bientôt maintenant 3 ans. En parallèle de cette activité, je possède mon agence de communication dans laquelle je suis spécialisé en référencement naturel. Alors, pour expliquer rapidement ce qu'est le référencement naturel, ça consiste à augmenter la visibilité d'un site dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Le but étant de générer plus de trafic sur le site de mes clients. Et donc, comme on vient de l'expliquer, aujourd'hui, je suis venu vous présenter 2 formations dispensées par l'AFPA de Langueux, celle de CDUI, donc concepteur designer UI, et CDA, concepteur d'application. Alors, je vais commencer donc par la formation CDUI, concepteur designer UI. Il faut savoir que le titre professionnel CDUI remplacera celui de designer web qui est existant aujourd'hui dès le 13 juillet de cette année. Alors, ce nouveau titre a été développé afin de correspondre parfaitement à l'évolution du métier ainsi qu'à la demande du marché de l'emploi. Cette formation d'une durée de 11 mois est disponible en alternance ou en initiale. Elle mène à un titre professionnel reconnu d'État de niveau 6 qui est équivalent à un Bac+3, Bac+4. Alors bien évidemment en alternance, la durée de 11 mois est donnée à titre indicatif car un parcours individualisé pourra être éventuellement mis en place en fonction des compétences de chacun. Les prérequis pour cette formation sont une bonne culture numérique et il est également essentiel d'avoir une aisance avec l'outil informatique qui sera nécessaire à l'apprentissage. Concernant le métier en lui-même, il s'adresse donc aux personnes souhaitant mettre leurs compétences au profit de projets numériques, essentiellement de sites internet. Il faut savoir que le CDUI intervient principalement sur la partie visible d'un site ou d'une application web. Alors même si ce métier s'adresse aux personnes ayant un profil plutôt créatif, on va dire, il faut quand même retenir que créatif ne veut pas dire laisser entièrement libre cours à son imagination. En effet, le métier de CDUI, le CDUI va devoir suivre des règles et des normes très strictes en matière de web design, par exemple des normes d'accessibilité pour les personnes ayant des handicaps visuels, des règles d'ergonomie, des règles de typographie et de couleur, etc. Concernant les compétences, donc le CDUI s'occupe de la conception de sites ou d'applications web. Il va procéder au maquettage et au prototypage des sites ou de ces applications. Il va s'occuper de la création et de la personnalisation de sites web. Pour cela, il devra maîtriser les langages informatiques liés à l'intégration de sites web, tels que le HTML, le CSS, le JavaScript. Il s'occupe de la maintenance et de la sécurisation du site web. Il va gérer la conception également de supports de communication visuelle, des infographies, des vidéos. Et pour cela, il doit maîtriser des logiciels tels que ceux de la suite Adobe. Ensuite, il doit posséder de bonnes notions de web marketing, puisque on remarque, notamment ces derniers temps, une évolution des demandes de sites e-commerce
Donc un site joli, c'est bien, mais un site qui vend, c'est mieux. Et également des notions de référencement naturel. Les débouchés, quant à eux, le CDUI va pouvoir exercer en agence de communication ou en agence web, dans un service de communication interne ou en freelance. Voilà pour, j'espère que j'ai été suffisamment rapide et peut-être pas trop concernant cette formation. Du coup, on va passer à CDA, concepteur, développeur d'applications. Alors, à la différence d'un CDUI, le concepteur-développeur d'application va essentiellement intervenir sur la partie, on va dire, cachée d'un site ou d'une application. Il a pour mission de développer des fonctionnalités sur mesure. On peut prendre par exemple, insérer un système de réservation, par exemple, sur mesure sur un site web. Alors, CDA et CDUI sont souvent menés à travailler de concert sur un projet, puisque, comme je vous l'ai expliqué, le CDUI va intervenir sur la partie visible d'une application d'un site web, qu'on va appeler front-end, et le concepteur-développeur d'application, lui, va intervenir sur les fonctionnalités et la partie cachée du site ou de l'application, qu'on appelle back-end. Cette formation est également d'une durée de 11 mois. Elle mène, comme CDUI, un titre professionnel reconnu d'État de niveau 6, donc équivalent à un bac plus 3, bac plus 4. Les compétences d'un CDA vont se trouver, comme on le voit sur le slide, dans l'algorithmie, dans la gestion de bases de données, dans tout ce qui va être architecture client-serveur, et il devra maîtriser les langages également HTML, CSS, mais aussi PHP et SQL. Il faut savoir qu'en fait, le CDA va passer la majorité de son temps à coder. Il va être devant un logiciel de programmation et il va passer son temps à rentrer des lignes de code, à débugger des applications, etc. Et les débouchés, ils vont de la petite start-up jusqu'au très grand groupe en tant qu'indépendant. Il pourra intervenir donc en tant que consultant ou être salarié. Et donc, le concepteur-développeur, comme indiqué, trouve sa place dans toute entreprise qui a besoin de programmes informatiques. Ok, super Samuel. Merci pour ces informations. Donc, pour résumer un petit peu, donc 2 types de formations, une plutôt axée communication numérique pour la création de sites internet, par exemple, et l'autre plutôt orientée vraiment codage pour la réalisation et la création d'applications web et mobiles. Donc, une petite question tout bêtement, parce que le monde du numérique a bien le vent en poupe ces dernières années. On observe, nous aussi, de notre part, de plus en plus de demandes d'entreprises que l'on accompagne. Est-ce qu'une entreprise de petite taille, justement, ou une start-up, vous venez de l'évoquer, mais peut accueillir un apprenant? Est-ce que vous avez un petit exemple, par exemple? Une start-up, oui, tout à fait, oui, puisqu'il y a des périodes, alors, tout dépend si c'est en initial ou donc en alternance, mais en initial, il y a des stages, donc une période de 2 mois de stage, et les entreprises sont vraiment demandeuses. Alors, ce que nous, on a observé, c'est que, justement, dû à la crise sanitaire, on observe une forte demande de transformation numérique de la part des entreprises, ouais. Notamment au niveau des sites e-commerce qui permettent de vendre les produits ou services en ligne. Et d'ailleurs, à ce titre, il existe même une aide de l'État qui a été mise en place pour aider les entreprises à se digitaliser. Donc, on remarque une forte augmentation de demande à ce niveau-là. Ok. Super. Merci beaucoup, Samuel, en tout cas, pour toutes ces informations. Et les entreprises qui sont derrière leur écran pourront vous contacter. On vous donnera les contacts. On va passer à la deuxième intervention tout de suite avec l'intervention de Sophie Kouka de l'ECAM Rennes. Si vous voulez bien allumer votre webcam, Sophie, et votre micro. Super, merci. Je vous laisse 3 petites minutes pour présenter l'ECAM Rennes et le diplôme d'ingénieur généraliste. Merci beaucoup. Donc, nous sommes une école d'ingénieurs généralistes. Alors, excusez-moi, je vais commencer quand même par me présenter. Donc, je m'appelle Sophie Kouka et à l'ECAM Rennes, je m'occupe de la relation avec les entreprises et de tout ce qui est développement de l'entrepreneuriat. Donc, l'ECAM, c'est une école d'ingénieurs généralistes. On ne fait que ça. On le fait de 2 façons différentes, c'est-à-dire l'étudiant classique et puis 3 ans en alternance.
Bon, avec des petites colorations, mais le principe, c'est de comprendre que c'est un ingénieur généraliste, c'est une spécificité française d'ingénieur généraliste, quelqu'un qui a une bonne culture générale, technique et scientifique, pas de spécialité, et qui est, comme je le dis souvent pour les élèves, bien câblé pour apprendre, s'adapter dans un univers technique et organisationnel. Donc ce sont des couteaux suisses des organisations et des entreprises. Nos jeunes vont dans tous les secteurs, on les retrouve aussi bien dans l'industrie, bien sûr, on a été créé il y a 30 ans par des gens de l'industrie, surtout par l'aéronautique et l'automobile, mais on les retrouve aujourd'hui pas que dans l'industrie, aussi dans le BTP, dans le service et bien entendu le service numérique. Mais on en a aussi dans toute taille d'entreprise, des toutes petites comme des très 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 grandes, en France comme à l'étranger. Donc voilà, ce sont des jeunes très très adaptables. Alors sur un plan emploi, on peut effectivement pendant les études, ils sont en entreprise au travers des stages ou de l'alternance. Donc l'alternance chez nous, c'est bien sûr un genre de mi-temps, 15 jours pendant les 2 premières années et puis un semestre la dernière année. Les stages, eux, s'étalent sur tout le cursus. Ça va du stage ouvrier jusqu'au stage de fin d'études de 6 mois. Donc ça, c'est la première façon, puisque la question c'est talents, comment les dénicher, c'est la première façon de travailler avec nos jeunes, de se faire connaître et éventuellement de les pré-embaucher. En ce qui concerne la communication, je profite tout de suite pour dire que chez nous, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un mail en expliquant ce que vous cherchez et moi, je diffuse aux personnes qui peuvent être concernées, qui vous contactent directement. Donc, c'est assez rapide et en fait assez efficace. Ensuite, il y a une autre façon auquel les entreprises pensent moins de travailler avec des jeunes chez nous, ce sont les applications pratiques que l'on fait en entreprise. Dans leur cursus, ils ont des exercices sur des cas réels présentés par les entreprises, sur lesquels on les fait travailler, et ça, c'est une bonne façon aussi de se faire connaître. Alors, en cas réel, on a des projets, alors là, c'est vraiment des gros projets où on étudie différents sujets, ça peut être du pur R&D, mais c'est aussi de l'innovation d'organisation d'ateliers, de choses comme ça, un exercice de créativité, un exercice, on va dire, anti-gaspi, des audits à blanc ou des résolutions de problèmes. Voilà. Pour le reste, il faudra me poser des questions en direct. Merci Sophie. Du coup, donc pour résumer, hein, l'école, l'ECAM, ça forme des ingénieurs vraiment généralistes. Elle ouvre de nombreuses portes en termes de possibilités d'emploi dans diverses entreprises. Ces entreprises, justement, ont la possibilité d'accueillir des apprentis, des stagiaires, ou de soumettre des problématiques pour vos projets R&D, les PRD. Et justement, est-ce que vous avez des exemples de PRD et à l'issue desquels les entreprises ont pu embaucher ou ont la volonté de prendre un apprenti? Je sais que vous avez des entreprises que nous accompagnons parmi le panel d'entreprises. Donc, oui, alors vous avez un petit exemple. J'aurais dû souligner tout à l'heure, on a beau être une école à Rennes, alors exactement, on est à Bru, en face de l'aéroport. Par contre, on travaille beaucoup et très bien avec les entreprises des Côtes d'Armor. On a beaucoup de liens, on se déplace facilement, les jeunes aussi se déplacent facilement. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas sur le territoire qu'on n'est pas un bon partenaire. Et grâce aux zoopôles, beaucoup. Il faut dire que vous êtes notre plus gros pourvoyeur de contact. Donc oui, on a eu 2 cas. Alors, c'est pas encore fini puisqu'on est dedans, mais on a fait un PRD pour une entreprise qui est portée par le zoopôle ESI, qui maintenant réfléchit au fait de prendre un apprenti pour 3 ans pour les accompagner sur leur phase d'industrialisation. Donc voilà, ça c'est un premier exemple de pré-recrutement. Et puis un autre cas, la Gaëlle Cloarec, où on a fait là aussi un PRD, mais on n'a pas fini en fait de lui fabriquer son prototype. Et cette fabrication va être terminée en fait par un jeune qui sort de l'école et que Gaëlle va prendre en CDD. Donc même avec un montage un peu particulier, puisqu'au début, par exemple, pour des questions d'ordre purement de subvention, mais c'est un point important pour une entreprise qui se lance, l'école va salarier le jeune un temps pour pouvoir en fait refacturer, parce que ça peut donner lieu à subvention. Et puis après, le jeune passera en direct dans l'entreprise. Alors on est aussi très adaptable par rapport à ce genre de contraintes que les chefs. Administrativement aussi, du coup.
Et oui, c'est une chose qui est pas. Nous, on n'est pas une très grosse école, on est associatif, on a une souplesse de fonctionnement que n'ont pas forcément les écoles qui dépendent de l'État et qui ont plus de contraintes administratives. D'accord, ok. Super. Merci pour ces informations, en tout cas, Sophie. On va passer la parole tout de suite à Pascal Herman-Lassab, de la licence pro CPA, commercialisation de produits alimentaires, à l'IUT de Saint-Brieuc. Je te laisse la parole, Pascal. Merci Claudie. Bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Herman-Lassab et je suis maître de conférence à l'IUT de Saint-Brieuc au sein de l'Université de Rennes. Une de mes fonctions principales est d'être responsable pédagogique de la licence professionnelle commercialisation de produits alimentaires. Donc, cette formation forme depuis plus de 16 ans des professionnels, qu'on va voir sur la diapo suivante, donc des professionnels dans 3 domaines, marketing, communication et vente. Concrètement, ce sont les 3 maillons de la chaîne de la commercialisation. Le marketing, c'est le temps de la réflexion, où on va décrypter les marchés, élaborer des stratégies de développement pour mettre au point des offres innovantes, mais aussi pour dynamiser l'offre existante. Le deuxième maillon, c'est la communication. Là, c'est le temps de la valorisation, de faire connaître ces offres dans une approche à 360 degrés, en combinant des supports à la fois digitaux, print, mais aussi face à face, communication commerciale dans des salons par exemple. Et le troisième maillon est important, c'est le temps de la transformation, et sans ce maillon-là, les 2 autres n'auraient pas de sens. C'est un maillon où on va convaincre les clients, leur proposer donc la bonne offre en fonction de leurs besoins. Dans la formation, on aborde les 3 canaux principaux de vente, à savoir la vente itinérante, on est en face à face chez le client, mais aussi la télévente pour des commandes plus régulières, plus répétitives. Ça peut être en entrant ou bien en sortant pour valoriser des offres, des opportunités d'offres intéressantes. Troisième canal, c'est l'e-commerce. Et tous ces canaux-là sont travaillés à la fois dans une approche de fidélisation et de prospection. Donc finalement, notre marque de fabrique, c'est un petit peu comme les CAM, finalement, on est un peu un couteau suisse avec la polyvalence qui est importante sur cette expérience. C'est vraiment une expertise combinée dans le domaine de la commercialisation pour finalement faire face à toutes les situations commerciales qu'on peut trouver dans une entreprise. Alors, si on est polyvalent sur la fonction commerciale, on est néanmoins spécialisé sur un secteur pour pouvoir aller au fond des choses et pour être plus performant. Et on s'adresse ainsi à toutes les entreprises, alors de la start-up à la multinationale. Bien sûr, quand elles sont dans la filière food, dans tous les univers produits, épicerie, sucré, salé, les produits frais, etc. À tous les niveaux de la filière, producteurs, transformateurs, distributeurs, RHD. Mais on élargit en fait à des entreprises qui sont des entreprises de services, mais qui peuvent intégrer une composante food, comme par exemple dans l'événementiel ou le tourisme. Et également à des entreprises qui sont au service de la food, qui font par exemple des prestations de logistique ou de communication ou de packaging ou de PLV. Alors, je vais vous donner juste 3 exemples d'entreprises. Par exemple, Coquelicot, qui est accompagné par Technopole Saint-Brieuc-Armor, qui est dans la co-livraison et le co-stockage de produits alimentaires, qui a pris une alternante chez nous cette année. Deuxième exemple, la Coperle, entreprise des Côtes d'Armor dans le secteur de la viande, qui est à un niveau national et international et qui nous prend régulièrement des alternants. Et également une multinationale telle que Cisco, qui est à la fois dans la production et la commercialisation de produits à destination de la RHD. Donc voilà un petit peu, on est centré sur le secteur de la food, mais vous voyez que ça peut quand même être très large. Alors très concrètement, on recrute des profils de candidats variés pour pouvoir mieux coller aux besoins des entreprises, des Bac+2 tertiaires qui sont donc déjà directement opérationnels en commerce, des Bac+2 alimentaires qui viennent chez nous pour avoir une double compétence que l'on va former au commerce, mais qui sauront parler
de votre produit alimentaire avec un vocabulaire technique, une compréhension technique. Et on accueille également des professionnels qui reprennent leurs études, donc ils sont moins nombreux, mais ils sont intéressants parce qu'ils ont une maturité professionnelle qui est déjà importante. Alors, ces candidats, eh bien, ils occupent pendant la formation en alternance des postes donc soit spécialisés en marketing ou en communication ou en vente, mais aussi des postes polyvalents dans le domaine de la commercialisation, marketing, communication et ou vente, mais aussi pouvant intégrer une partie technique en fonction du bac+2 des étudiants, diététique, qualité ou production par exemple. Donc au final, on offre aux entreprises un vivier de profils très variés et qui pourront travailler sur des postes vraiment très, très différents également. Ces postes peuvent être occupés sur toute la France. Alors, si vous voulez recruter un alternant, ce sera forcément donc dans ce secteur des IAA, je dirais, élargi. Mais par contre, si vous voulez embaucher un diplômé, peu importe votre secteur, parce que toutes les compétences qui auront été apprises dans la formation sont transférables à bien d'autres secteurs. Hein. Donc, contactez-moi et puis on pourra échanger sur vos projets. Merci beaucoup Pascal. Donc cette licence forme des profils polyvalents, communication, marketing, vente, plutôt en secteur alimentaire, mais comme tu le disais, ça peut être de la production, mais aussi du service, de l'événementiel. Pour avoir fait cette formation il y a déjà quelques années, donc je connais bien Pascal et je connais bien la licence qui avait un autre nom à l'époque. Mais et justement à l'époque il n'y avait pas ou peu, très peu de digital. Du coup, je voulais savoir comment est-ce que tu as intégré le digital dans la formation et qu'est-ce que font les étudiants justement pour répondre à ces nouveaux besoins en termes de visibilité sur Internet et autres. D'accord, donc effectivement, ça a beaucoup évolué depuis le temps où tu y étais. Ça ne rajeunit pas, merci. Ah, je suis désolée, pas élégant, effectivement. Et c'est vrai qu'on ne conçoit pas qu'un étudiant puisse sortir de la licence professionnelle sans avoir touché au digital. Donc, il y a un enseignement sur l'optimisation de la visibilité digitale des entreprises. Et puis, on les fait mettre les mains dans la farine, pas dans le cambouis, hein, chez nous c'est dans la farine, en alimentaire, mais pour créer ou améliorer un outil digital au service de la performance commerciale de l'entreprise. Je peux donner 3 exemples. Ça peut être par exemple de la dynamisation de sites et de réseaux sociaux. Je me rappelle d'une étudiante d'il y a 2 ans qui avait fait remonter son entreprise de la 3e page dans les premières places de la première page, très concrètement, grâce à son projet tutoré. J'ai vu qu'il y avait Johan Gouiri dans les participants donc Stéphanie qui est en alternance dans son entreprise est en train de travailler donc sur un QR code qui pourra renvoyer sur un film immersif fait en collaboration avec une société qui s'appelle Immersion Tools qui est installée au Légué et qui est un de nos partenaires. Que l'on connaît bien aussi. Et oui, le monde est petit, on réseaute. Hein. C'est ça. Et 3e exemple, c'est dans la fonction commerciale, l'e-learning des commerciaux qui est important parce que les commerciaux peuvent être dispatchés sur toute la France. Ils ont une formation en début, mais c'est important de recycler un petit peu les données, tant sur la formation produit que sur les techniques de vente. Et nos étudiants élaborent des books interactifs avec des quiz pour bien mémoriser les informations, bien visualiser les arguments produits. Donc, différentes applications possibles. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Les personnes intéressées pourront revenir vers toi. Effectivement, ce que tu disais, hein, le marketing en alimentaire mène à tout et derrière, c'est possible et duplicable dans d'autres secteurs d'activité. Tu en es la preuve. C'est ça, complètement. Merci, Pascal. On va accueillir une autre personne que je connais bien, Servane Desplat-Legrette, qui va nous présenter les 2 BTS qu'elle propose. Elle est la fondatrice d'Inside Campus, une jeune école à Saint-Brieuc qui propose 2 BTS, un BTS MCO et un BTS NDRC. Je te laisse activer ta webcam et ton micro, Servane, pour la présentation d'Inside Campus. Merci.
Bien, merci Claudie. Rebonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Merci de ton invitation. Donc, je suis Servane Desplat-Legrette et donc je suis la fondatrice d'Inside Campus, donc une petite école qui est toute jeune puisqu'elle a vu le jour en septembre dernier, et donc une école, un CFA, qui propose aux entreprises du territoire de formation et aux jeunes, surtout aussi du territoire, de formation alors très axée commerce, puisqu'il s'agit d'un BTS MCO et d'un BTS NDRC. Alors, moi, je vais vraiment pas aller dans le détail peut-être des formations en tant que telles, mais je vais peut-être plutôt vous présenter la façon dont on travaille, nous, l'école, sachant que si je passe assez rapidement sur le contenu des formations, ce sont des formations très orientées commerce, elles concernent des jeunes qui ont envie plutôt de s'impliquer dans une activité orientée relation client et développement d'une affaire, d'un business. Donc avec deux types de profils. Le MCO, ça va plutôt être un jeune qui va plutôt aimer être sédentaire et accueillir un client dans une unité de vente. Et le NDRC, il est lui un petit peu différent, il est même très différent, puisque lui, il a plutôt envie d'aller sur le terrain, et il a plutôt envie d'aller démarcher, prospecter des nouveaux clients, et donc de développer un portefeuille client. Alors moi, j'avais plutôt envie aujourd'hui, dans les 3 minutes, donc il faut faire quand même très très vite, mais c'est bien, c'est plutôt ambitieux. J'avais envie de vous présenter plutôt Inside Campus, alors peut-être dans le cadre de la thématique d'aujourd'hui, qui est quel moyen pour dénicher des talents, et là, en l'occurrence, des jeunes talents. Donc on en parle depuis tout à l'heure, et je pense que toutes les écoles sont là pour ça. C'est vrai qu'une des réponses pour dénicher des jeunes talents pour les entreprises du coin ou pas du coin, c'est vrai qu'une des réponses, c'est l'alternance. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord lors de ces webinaires, mais même en dehors de ce webinaire, pour dire que l'alternance, c'est un dispositif qui est juste fabuleux, qui est juste génial, aussi bien pour les entreprises que pour les étudiants. Pour l'entreprise, c'est sûr que c'est un moyen peut-être de pré-recruter un jeune, et le jeune, c'est un moyen de trouver un travail et de trouver un CDI, on va dire, à plus long terme. Alors une fois qu'on a dit ça, on se dit ouais, c'est super, l'alternance c'est génial, tout le monde va être très content, le jeune va être content, l'entreprise va être contente, mais il faut, je pense, aller un petit peu au-delà de ça et de se dire maintenant concrètement, comment on va faire pour que le jeune et l'entreprise fonctionnent bien ensemble, faire en sorte que la collaboration soit la plus efficace possible, et justement dénicher ce jeune talent et de faire en sorte qu'on puisse aller assez loin ensemble. Et c'est vrai que parfois l'alternance, il faut le dire aussi, ça fonctionne souvent très bien, mais parfois ça peut être aussi plus compliqué parce qu'il y a un manque un peu de connexion entre ce que peut attendre l'entreprise et ce que peut attendre le jeune aussi. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a pu dire Géraldine tout à l'heure en préambule, où elle a beaucoup martelé le fait de prendre du temps, de formaliser, de préparer, de ne pas se précipiter, etc. Et nous, chez Inside Campus, c'est un petit peu la même chose. C'est de se dire, on a de la chance d'être une toute petite structure, puisqu'on est une école avec que 25 étudiants, on sera 50 l'année prochaine, mais on ne sera pas plus que ça. Et c'est vrai que c'est aussi un luxe, oui, je pense, un gros plus, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir le temps. Et nous, en fait, si on a... Alors, je veux bien, peut-être, Cécile, que vous reveniez peut-être juste à la charte d'avant, si vous voulez bien. Non, voilà, la charte d'après, excusez-moi. Je n'ai peut-être pas... Et encore celle d'après ? Ah non, alors elle a été effacée. C'est pas grave, on va se débrouiller. En fait, s'il y a peut-être une chose à retenir pour peut-être vous, les entreprises qui nous écoutez et qui recherchez un profil plus orienté commercial, c'est qu'on a une démarche peut-être un peu atypique. C'est que nous, notre façon de voir les choses, c'est que tout part de l'entreprise. Alors moi, parce que j'y ai travaillé pendant plus de 20 ans au sein de Celtigel, donc là où j'ai d'ailleurs travaillé avec Claudie, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai une grosse affinité et une grosse culture entreprise. Mais moi, je me dis qu'il ne peut pas y avoir d'alternance s'il n'y a pas déjà un besoin de l'entreprise et qui va être elle qui va générer une offre. Et nous, l'école, on passe énormément de temps avec l'entreprise. Ce n'est pas le dossier d'un candidat, d'un jeune, qui va faire que le projet d'alternance va se monter. On va d'abord aller voir le terrain. On va d'abord aller rencontrer les entreprises du territoire, on va aller les écouter, on va essayer de savoir si elles ont des besoins, et si elles en ont, qu'est-ce qu'elles cherchent, et on va se poser avec elles. On va écouter qu'est-ce qu'elles cherchent comme profil, comme compétences, quelles vont être les missions, quelles vont être la formation, l'accompagnement, comment va se passer l'accueil. C'est déjà bien de bien cerner le besoin de l'entreprise
l'entreprise et aussi être rassuré sur le fait que l'entreprise va être capable aussi d'accompagner et de suivre l'alternant, parce qu'il n'y a pas de réussite d'alternance sans qu'il y ait un engagement du jeune, ça c'est clair, mais sans également accompagnement structuré et rigoureux d'une entreprise. Donc nous, c'est vrai qu'on va d'abord partir du terrain, on va d'abord partir d'une demande de l'entreprise, on va essayer vraiment de bien cerner ses attentes, le profil recherché, on va voir comment elles travaillent aussi. Donc c'est pour ça qu'on va toujours voir les entreprises, on est tout le temps sur le terrain. Et puis derrière, on est un peu cabinet de recrutement peut-être. On va aller sourcer le jeune, on va aller chercher le jeune qui va correspondre, qui va matcher en fait avec l'entreprise. Je peux vous donner plein d'exemples. C'est que une entreprise que j'ai pu voir ce matin, le talent qu'elle cherche n'a rien à voir avec l'entreprise que j'ai vue hier, qui est aussi un talent qu'elle recherche, mais qui n'a pas du tout le même profil, qui n'a pas du tout les mêmes compétences, qui n'a pas du tout le même savoir-être, qui n'a pas du tout ce qu'on peut appeler souvent les soft skills ou les hard skills, qui sont très différents. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher aussi un jeune en face qui va correspondre, qui va matcher, qui va connecter en fait à la demande de l'entreprise. Donc c'est ce que j'avais envie peut-être plus de raconter aujourd'hui, c'est que Inside Campus et aussi peut-être de me rapprocher de votre thématique, c'est que pour que ça fonctionne l'alternance, aussi bien en commercial, mais que peut-être aussi dans les écoles d'ingénieurs, comme l'ECAM, qui est une super école que j'adore, comme la licence pro aussi de Saint-Brieuc, que j'aime énormément aussi, avec laquelle je travaille d'ailleurs, qui sont justement très rigoureuses. Mais c'était réellement d'insister sur le fait que l'alternance, et encore plus peut-être sur des métiers commerciaux qui sont parfois un peu compliqués à trouver, parce que les vendeurs sont durs à trouver, mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'aller les chercher. Donc je vais très vite, parce que j'ai peut-être déjà dépassé mon timing, et que c'est le pack gagnant. Quand on prend du temps, quand on se pose, quand on écoute les besoins, c'est un pack gagnant pour l'entreprise, l'école et l'étudiant. J'ai fini, j'ai sûrement été un peu trop bavarde. Merci Servane, non mais on sent que tu es passionnée de cette école à taille humaine, on le rappelle, avec un accompagnement des étudiants et des entreprises qui est primordial, réalisé sur mesure par toi et tes équipes. Donc sur 2 postes, des profils plutôt commerciaux, une coloration terrain avec la prospection de démarchage suivi clientèle et une coloration plutôt sédentaire en magasin avec la gestion d'un rayon, pourquoi pas. Du coup, la question que je voulais te poser, c'était les conseils que tu pouvais donner à une entreprise, mais tu y as répondu en fait dans ta petite présentation, puisque les conseils vraiment à donner, c'est d'allouer du temps à cet alternant. Un alternant, ça ne se forme pas en 15 jours, tout comme un collaborateur au sens large, c'est ce que Géraldine aussi disait tout à l'heure, quand on embauche un collaborateur, on ne peut pas lui demander tout de suite d'être opérationnel. Pour l'alternance, c'est pareil, il faut l'accompagner, et tu en as fait la preuve, puisque à Inside Campus, vous avez justement un alternant de licence pro. Du coup, c'est vrai que tu sais que tu n'as pas compté tout de suite sur le fait qu'il soit opérationnel, ton alternant, et c'est ça qui est important aussi, c'est de se donner le temps et de capitaliser après sur ce qu'on peut faire ensemble. Oui, tout à fait. Entreprise et étudiants. Tout à fait. Je pense, si je rajoute juste 20 secondes, c'est qu'il ne peut pas y avoir de succès sans accompagnement. D'ailleurs, ici aussi, chez Inside Campus, on fait de la formation tuteur en entreprise, parce qu'on s'est rendu compte que un tuteur qui sait accueillir, qui sait accompagner, qui sait faire grandir, et il y a des techniques pour ça, il y a des méthodes, et quand il les a, ça fonctionne. Voilà. Super, parfait. Merci. Je te remercie beaucoup, Servane, pour cette intervention. Merci. On va passer à la dernière intervention de l'école d'une formation par Julie Lemaître, une formation à l'UCO de Guingamp, un master innovation entreprise de société. C'est aussi un master assez récent qui a été lancé en septembre pour la première année, une deuxième année qui va arriver du coup en septembre 2022. 2021, pardon. Il y a 2 ans, pardon. Je vous laisse faire la présentation, Julie. À tout de suite, merci. Très bien, merci. Du coup, les diapos sont avancés. Voilà, très bien. Je me présente, donc Julie Lemaître, je suis chargée de relations entreprises à l'UCO de Guingamp, l'Université catholique de l'Ouest, un campus de 800 étudiants sur Guingamp, une vingtaine de formations qui vont de la formation initiale générale à 3 masters sur le territoire des Côtes-d'Armor. Et aujourd'hui, je viens vous parler du master Innovation Entreprise et Société, parcours développement PME-PMI. C'est un master d'économie-gestion qui a vocation à former des futurs cadres polyvalents pour le territoire.
Et on sait que sur ce territoire des Côtes-d'Armor, il est difficile de faire venir des cadres qui trouvent notre territoire suffisamment attractif après avoir fait leurs études à Nantes, Rennes ou ailleurs. Et donc, c'est vrai que l'avantage de ce master, c'est qu'il forme sur le territoire des Côtes-d'Armor des potentiels cadres pour les entreprises locales. Ces étudiants donc ont une formation générale de connaissance de l'entreprise avec du développement commercial, du management, de la conduite de projet, etc. En fait, c'est des futurs cadres polyvalents, mais orientés conduite de projet et innovation. Ils vont avoir 2 ans de formation pour leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences donc de gestion de PME/PMI, avec un peu une connaissance de toutes les fonctions support de l'entreprise, tout en ayant une posture tournée vers l'innovation. Ils seront à même de maîtriser les méthodes permettant la mise en place de stratégies de développement, que ce soit au niveau national et international. Et puis, l'idée, c'est qu'ils soient aussi capables de manager des projets et de piloter la performance. Ils ont 2 parcours, ils ont deux options à choisir. Enfin, ils doivent choisir une option en première et en deuxième année. Sur la première année, c'est soit commerce international, soit management de la production. Et sur la deuxième année, c'est soit conception, industrialisation de produits et services, soit développement à l'international. Donc voilà, une formation quand même assez générale, mais avec beaucoup de travaux sur des problématiques entreprises, projets tutorés, ou quand ils sont en alternance, projets de l'entreprise, axés sur l'innovation, qu'elle soit organisationnelle, technologique, sociétale. Il faut qu'ils aient ce travail de recherche et de développement de projets. Ce master se fait donc soit en formation initiale avec un projet tutoré sur le premier semestre et puis 8 semaines de stage minimum sur le deuxième, soit en alternance, donc pour un contrat de 2 ans, puisque le contrat d'alternance doit être conclu pour la durée de formation amenant au diplôme. Donc, c'est un contrat de 2 ans en alternance, 1 mois à l'université, 1 mois à l'entreprise, à part sur la période après les examens, à partir de mai-juin, là, ils sont beaucoup plus présents en entreprise. Si vous voulez bien passer l'autre diapo. Donc voilà, au cours de ces stages ou alternances, voici quelques missions qu'ils peuvent faire en entreprise. Ils sont capables, et certains le font, de travailler sur la mise en place d'un système de contrôle de l'activité et de la gestion administrative. Ils travaillent aussi sur l'administration des ventes, le suivi client, les projets digitaux. Ils vont beaucoup travailler aussi sur l'activité de l'entreprise, sur le développement commercial. Ils sont aussi beaucoup mobilisés pour travailler sur des problématiques, comme je vous le disais, en relation avec l'innovation, que ce soit de la communication innovante, du changement de mode de production, du changement d'organisation de production ou d'organisation d'équipe. Ils sont aussi beaucoup sur l'accompagnement aux démarches RSE ou qualité. Et en général, il y en a beaucoup aussi qui occupent un poste d'adjoint de direction pendant leur alternance. Voilà pour les grandes lignes de ce master. Merci beaucoup, Julie. Donc, c'est des profils à nouveau assez polyvalents, amenés à devenir plus tard des chefs de projet cadres, chargés de mission dans des spécialisations plutôt commerce ou logistique production, donc dans des secteurs différents, dans différents secteurs d'activité. Pour illustrer concrètement, est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples d'entreprises d'accueil et de missions confiées à des alternants, notamment sur des entreprises innovantes type start-up que vous pouvez avoir Alors, c'est vrai que les entreprises dans lesquelles les étudiants donc de ces 2 années alors on a eu une année de master 1 et une année de master 2, ça fait déjà 2 ans qu'il existe. Ils vont dans tout type d'entreprise, ils vont dans tout type de mission. C'est en fait vraiment justement leur mission en entreprise qui va leur donner leur spécificité par rapport à justement une formation qui elle, est assez généraliste. Par rapport aux typologies d'entreprise aussi du coup et la taille des entreprises, quoi. Toute taille d'entreprise et vraiment toute typologie. En effet, on a une maison d'édition, on a de la restauration, on a tout, mais par rapport aux
aux entreprises ciblées par la Symbiotech. On a par exemple cette année une étudiante de Master 2 qui est en alternance chez Event Factory, qui est accélérée par le Village by CA. Et cette étudiante est au sein de l'équipe et donc est à Event Factory sur la mission de développement de la partie commerciale, mais aussi la partie marketing, communication de la start-up. Ok. Voilà. On a aussi une étudiante qui est chez Endro Cosmétiques à Lannion et qui, elle aussi, travaille sur le volet commercial. Elle est vraiment, elle a un poste de business developer et elle doit entretenir et créer et entretenir un portefeuille client, augmenter le nombre de magasins distributeurs, etc. Et dans le cadre de son projet, elle a notamment travaillé sur une petite étude de développement dans les pays nordiques, par exemple. Et on a aussi une étudiante qui est chez Happy Learning, une entreprise aussi à Lannion suivie par Anticipa qui fait de la digitalisation de formation. Et cette étudiante travaille aussi sur le marketing, la communication et tout le volet commercial. Bon, c'est vrai que là, c'est 3 exemples très commerciaux, mais ils ont aussi vocation à travailler sur la structuration de l'entreprise, être sur l'administratif, adjoint de direction, management aussi. Ok, parfait. Merci beaucoup Julie et merci à tous les 5 pour la présentation de ces formations complémentaires et toutes différentes les unes des autres. Merci en tout cas pour votre disponibilité et ces présentations. Les entreprises qui sont derrière l'écran, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on vous fournisse les contacts de ces formations. On va tout de suite passer la parole à Stéphane Fargeas du cabinet de conseil en recrutement Menhir. On a un petit peu de retard sur le timing, désolé. Donc, je vous laisse présenter votre intervention. Merci à vous. Stéphane, vous vous connectez, vous allumez votre micro. Allô? Oui, c'est bon. Oui, pardon. Bonjour, c'est donc Stéphane Fargeas. Bonjour à tous. Donc, le créateur et dirigeant de Menhir RH depuis 5 ans, après 25 années d'expérience ressources humaines, beaucoup dans l'agroalimentaire, entreprise GAD entre autres pendant 15 ans et Bigard pendant 5 ans. Toute cette expérience mise avec beaucoup de plaisir au service des entreprises bretonnes et pas que bretonnes. Donc Menhir RH rapidement, puisque j'ai du temps à rattraper par rapport au timing. Vous voyez à l'écran les différentes activités. Nous sommes 3. Donc du RH à temps partagé, des RH de transition, beaucoup de formations RH sur mesure pour les personnes qui prennent un poste et qui n'ont pas forcément toute l'expérience RH. Beaucoup de mise à jour de la réglementation sociale sur des PME, TPE, et puis de l'accompagnement RH sur tout ce qui est GPEC et autres, et le recrutement demandé par des clients qui n'étaient pas forcément l'objet du cabinet quand je l'ai créé. Mais en ayant fait plusieurs centaines de recrutements tout au long de ma carrière, j'essaie d'apporter aussi cette expérience aux entreprises. Donc, on va rentrer tout de suite sur le terrain. On va aller sur le terrain du recrutement, puisque c'est l'objet, comment dénicher les talents. Le recrutement, aujourd'hui, franchement, c'est une activité à part entière. Un véritable enjeu pour les années à venir pour les entreprises. Le marché s'est complètement transformé. Les process évoluent très vite. Et là, vous le voyez, le petit dessin, on a beau se concentrer par rapport à un candidat. Aujourd'hui, il y a des questions, vous allez le voir dans les expériences que j'ai vécues encore la semaine dernière, qui font se poser des questions et se remettre en question. Auparavant, on passait une belle annonce dans un journal en couleur. Les CV vous arrivaient, pas par centaines, mais vous aviez des CV. Il vous restait à les trier. Ce qui est bien comme technique, tout à l'heure, Géraldine en parlait, c'est quand même de trier. Moi, la technique, c'est plus, moins et moins. Ces 3 tas me permettent après de travailler vite
sur la suite du recrutement. La prise de référence quand on a un petit peu le temps à l'époque et le contact des candidats pour les entretiens, bien sûr, c'était la pratique habituelle. Aujourd'hui, on a pratiquement tous et toutes les entreprises abandonné le journal. Il y a encore quelques entreprises qui le conservent, mais elles deviennent de plus en plus rares. Cette fois, on va sur le web avec tout ce que ça comporte. Et alors là, pour les entreprises qui vont démarrer des recrutements prochainement, non, si on peut rester juste un tout petit peu sur celle d'avant, oui, juste dire que faut pas vous affoler, mais quand vous allez mettre un CV, enfin une annonce sur le web, vous allez avoir des CV qui peuvent vous arriver du monde entier, car la toile a ce mérite, c'est qu'on va ratisser très large et vous aurez du tri à faire un petit peu plus serré qu'auparavant. Les entretiens ensuite se déroulent bien souvent maintenant par visioconférence et je ne peux que vous conseiller ensuite de ne pas rester sur la visioconférence. Il faut un entretien physique car on peut découvrir certaines choses. Ça m'est arrivé encore la semaine dernière par rapport à un candidat. Donc les temps changent. Trouver le bon candidat va devenir un véritable challenge pour les entreprises. Ça, faut que vous en ayez vraiment conscience. C'est quelque chose qui est aujourd'hui dans la gestion RH un point très important à prendre. On peut passer à la prochaine. Donc, le fait qu'on accompagne les entreprises sur d'autres sujets RH fait que finalement, dès qu'elles nous demandent de faire un recrutement, on connaît bien les contraintes et exigences des postes de l'entreprise. Ça nous permet d'orienter les recherches dans différentes directions. Géraldine l'a dit tout à l'heure, les sites d'annonces, bien sûr, web, tout ce qui existe. Les réseaux avec LinkedIn qui est en tête depuis peu. Il y avait Viadeo à un moment donné, il y avait d'autres réseaux, mais ils n'ont pas tenu la course, ils ont abandonné depuis. Les écoles et leur suivi des anciens élèves, véritable aussi levier pour chercher des candidats. Pôle emploi et son site web qu'il faut ne pas écarter car j'en parlerai un petit peu plus loin, mais c'est quand même un point important. Et enfin, les reconversions avec des profils atypiques. Beaucoup de gens avec le confinement, là, vous l'avez vu, ont décidé de changer d'orientation. Et on voit des profils très, très différents se positionner sur des postes. C'est aussi un point à prendre en compte. Les contrats d'alternance, vous venez d'en parler tous et je vais réinsister sur ce point. Véritable vivier pour l'entreprise. Alors, sur le web, les candidats qui postulent, faut savoir que vous avez, si vous mettez une annonce, vous allez avoir des candidats qui vont vous envoyer des CV un peu comme ils sont à la fête foraine, ils tirent partout où il y a une cible. Et ils ont des alertes sur leur téléphone ou sur leur ordi. Et aussitôt, donc, renvoie un CV. Bon, j'ai le cas d'un Libanais dernièrement, là, qui, pour un poste de chargé d'affaires dans la technique, qui, quand je le sélectionne, je le vois en entretien et qui ne se rappelle plus sur quelle annonce il a postulé, tellement il en a envoyé. Bon, pas très sérieux. Des CV simplifiés, des CV des fois en anglais. Le tri des CV devient compliqué. C'est une personne n'ayant jamais fait de recrutement peut se perdre un peu dans ce domaine. Donc, c'est quand même bien de se faire accompagner ou d'avoir une petite formation sur le recrutement. Je peux que vous conseiller ça si vous avez l'opportunité de le faire. Les CV aussi, ce que vous allez découvrir, c'est qu'avec le web, les CV continuent d'arriver, même si votre annonce est retirée. Les joies de cet outil, c'est que des annonces sont relayées et peuvent vous drainer des candidatures. Tout d'un coup, une bonne candidature peut arriver alors que vous êtes en plein processus de recrutement. Les CV dont la durée de vie s'est accélérée, c'est-à-dire qu'il y a des CV, ouais, c'est vrai, qui vont vous arriver, vous vous dites, ben allez, je me donne 2 semaines pour répondre, c'est trop tard, le CV est déjà froid, comme on dit, la personne a déjà répondu à une autre offre et n'est plus disponible. Donc, ça impose d'être très réactif sur ces aspects-là. Les mots-clés pour traiter les CV suite aux annonces web, ben, je dirais c'est réactivité, contact rapide pour les CV, rendez-vous physique, visio, présélectionnez d'abord vos candidats, puis après les rendez-vous physiques pour la prise de décision. Du côté du réseau comme LinkedIn, eh bien là, c'est pour nous, les cabinets de recrutement, quelque chose qu'on utilise beaucoup.
Les open to work, les petites pastilles vertes sur des personnes sur LinkedIn apparaissent de plus en plus sur le réseau. Mais en même temps, quand vous pouvez faire un tri sur les personnes qui sont sur ce réseau, vous pouvez proposer à des personnes un contact et puis ensuite éventuellement présenter votre offre, ce que vous recherchez. Et j'ai vu quelques recrutements se passer sans que la personne soit candidate au départ, simplement avec le contact direct sur LinkedIn qui va déboucher sur un entretien physique et un recrutement. Donc là, on a des personnes qui regardent ce qui se passe et le confinement a encore montré beaucoup de choses sur ce point. Les gens sont vraiment aujourd'hui en veille. Moi, j'ai l'habitude de dire le nez à la fenêtre et regarde ce qui se passe. Et lorsque quelqu'un peut proposer un poste intéressant, ils ne sont pas insensibles à ça. Nous pouvons enchaîner, voilà, sur Pôle emploi, car Pôle emploi a souvent été mis de côté, mais je ne suis plus d'accord avec ça. Le basique a bien évolué, hein. Le site est assez pratique et permet de diffuser rapidement une annonce, ça va vite. Vous pouvez vous mettre des alertes, vous pouvez trier des CV, vous pouvez apporter des réponses en ligne. La seule difficulté un peu, c'est qu'il y a, on va dire, un peu à boire et à manger en parlant très simplement, mais les difficultés, c'est que des CV sont soi-disant mis à jour, mais ne le sont pas. Des personnes disponibles ne sont plus disponibles immédiatement. Mais en attendant, on peut trouver des CV de personnes en reconversion, des CV de personnes qui cherchent des postes alors qu'elles sont aussi en poste, où elles utilisent le site de Pôle emploi. Donc, ce n'est pas à mettre de côté. Vous avez normalement un conseiller entreprise qui suit votre structure. Si vous êtes en relation avec lui de manière assez régulière, vous pourrez vraiment aussi utiliser cet outil. Du côté du marché, ce que je voulais dire, c'est que le marché s'est totalement inversé, hein. Le bon candidat aujourd'hui avec un potentiel, quand on cherche des talents, il a le choix. Il va même arriver, là on cherchait un commercial dernièrement pour une entreprise d'import-export dans le poisson et la viande. Et le candidat en face demande à la directrice générale qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour faire en sorte que je choisisse votre entreprise? La directrice générale m'a regardé après l'entretien en me disant mais quelle question il m'a posée? Eh bien oui, aujourd'hui il pose cette question. Que pouvez-vous me proposer pour que je choisisse votre entreprise? Alors qu'il vient pour un entretien de recrutement. Ça veut dire, on a parlé tout à l'heure, la marque employeur, la manière dont vous allez mettre en avant votre entreprise. Géraldine l'a insisté là-dessus. Et ce sont des arguments qui vont convaincre et qui vont faire que la personne viendra dans votre entreprise. Ce n'est pas à négliger aujourd'hui, c'est vraiment à intégrer. Le site Glassdoor qui permet de classer les entreprises sur lesquelles tous les jeunes diplômés vont regarder avant d'aller postuler n'est pas neutre, ça devient un mode de recherche que les jeunes utilisent. On avance. Et enfin, moi, je reviens sur les 5 présentations qui viennent d'être faites. L'alternance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « Ouais, l'éducation nationale ne forme pas les personnes, etc. » Il y a l'alternance. On n'a pas forcément les personnes sur étagère. Elles ne sont pas disponibles tout de suite. Il faut les former. Il y a de l'inertie pour former. Il faut que vous ayez un tuteur. Il faut que vous ayez la capacité d'accueillir les personnes. Mais vraiment, la formation en alternance est un outil très intéressant pour dynamiser votre entreprise et intégrer des jeunes. J'essaie d'aller plus vite pour permettre aux autres de pouvoir intervenir. Donc, dénicher les talents, c'est vraiment qu'une étape. Là aussi, je relais ce qu'a dit Géraldine. L'intégration constituera le deuxième challenge du responsable. L'onboarding, hein, comme on dit à Paris en ce moment, c'est la mode. Cette étape, elle est primordiale. Tout le temps passé au recrutement peut être perdu en une mauvaise phrase, en une intégration non ou mal préparée.
Savez-vous combien coûte un recrutement raté? J'étais hier en intervention dans une entreprise qui a calculé son turnover et qui s'est fait un petit peu peur. Il y a actuellement, ça peut coûter très cher. Eh bien, j'ai calculé combien ça coûte et ça, je pourrais vous le dire dans une autre webinaire si jamais un jour vous en faites une autre. Mais c'est pour vous donner envie de travailler un jour avec ManyRH. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis j'arrête là. C'est bon, Claudie? Parfait, merci beaucoup Stéphane. Il y aura l'illustration aussi tout à l'heure avec Xavier de Code House sur justement l'intérêt de votre accompagnement. Merci pour ces éléments d'éclairage. On va tout de suite passer la parole à Cédric Bourges de Nutraveris, une entreprise basée à Ploufragan et qui va bientôt déménager à Saint-Brieuc prochainement, qui, elle, fait preuve d'agilité managériale sur des postes relativement pointus. Et puis qui, du coup, pour les faire venir, a quelques petites astuces. On va d'abord le laisser présenter Nutraveris, Inoreal et Fitality avant de poser quelques questions. Je vous laisse réactiver votre caméra, Cédric, et votre micro pour pouvoir faire la présentation de Nutraveris. Merci. Bonjour Claudie, bonjour à tous. Vous voyez la présentation, je pense, maintenant. Donc merci pour cette invitation. Donc effectivement, on m'a demandé dans un premier temps de vous présenter les entreprises et puis je pense qu'après Claudie, on fera un petit jeu de questions-réponses pour me guider tout au long de ce webinaire. Et puis bien sûr, avec très grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Donc le groupe que j'ai fondé détient aujourd'hui 3 entreprises. Nutraveris, qui est un cabinet de conseil réglementaire. Alors, je regarde, voilà, excusez-moi. Nutraveris, qui est un cabinet de conseil scientifique et réglementaire en nutrition santé. Inoreal, qui vend des ingrédients actifs brevetés dans le domaine de la nutrition. Et Fitality, qui utilise ces ingrédients actifs pour les mettre dans des produits alimentaires, notamment des cafés, pour faire des cafés actifs. Donc en tout, nous sommes un peu plus d'une trentaine de salariés aujourd'hui, un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons la particularité de faire plus de 70% de notre chiffre à l'export. C'est à peu près 60% pour Nutraveris, c'est 90% pour Inoreal et un peu moins de 50% pour Fitality. Alors, un peu plus en détail, et puis ensuite on se focalisera sur le sujet des webinaires que sont les ressources humaines. Nutraveris, comme je vous le disais, on met en place des solutions scientifiques et réglementaires pour les acteurs de la nutrition santé. Donc on travaille avec des enseignes comme Sanofi, comme Pfizer dans le domaine pharmaceutique, ou encore dans le domaine cosmétique comme Sephora, Nestlé, Coca-Cola dans l'agroalimentaire, des enseignes plus spécialisées dans le sport comme Decathlon. Et à ces acteurs, on va les aider à créer des compléments alimentaires. Vous savez, les compléments alimentaires, c'est des produits sous forme de gélules, de comprimés pour des bienfaits santé. La forme, la minceur, les problèmes articulaires, et j'en passe. Et donc, ces acteurs, on va les aider à créer leurs produits et les mettre en conformité, puisque dans ce domaine-là, chaque pays a sa réglementation. Il faut monter des dossiers pour ensuite aller négocier avec les autorités et les faire autoriser. Donc on fait ça dans tous les pays d'Europe, États-Unis et Canada. Et puis l'originalité, parce que ça c'est entre guillemets du conseil standard avec des consultants qui existaient déjà, c'est qu'on a développé, vous voyez sur la droite de mon slide, 2 solutions d'intelligence artificielle. Une première qui s'appelle Null Data Solution. Donc en fait nos clients s'inscrivent et ont accès à un certain nombre de données qui les intéressent. Et puis le tout dernier, c'est Null Compliance. Donc Null Compliance, nos clients vont rentrer leurs formules et en moins de 10 secondes, ils vont avoir une bonne vision de si leur produit va être autorisé dans différentes zones du monde, quel doit être leur étiquetage, ce qu'ils peuvent dire en termes de communication, l'offre concurrente en termes de marché. Donc c'est un outil très innovant, on est unique au monde à faire ça dans notre domaine d'activité et qui nous permet de gagner de grosses parts de marché. Deuxième entreprise, Inoreal. Donc Inoreal, en quelques mots, on vend des ingrédients toujours aux mêmes acteurs de la nutrition santé pour des compléments alimentaires. Le plus célèbre, c'est Sacirréal. Donc en fait, c'est un extrait de safran. Donc on achète du safran dans les pays du Golfe et on sort une molécule qui envoie un signal au cerveau qu'on a assez mangé. Donc c'est en fait une molécule qui diminue la faim
Et donc, on vend une poudre jaune à différents acteurs qui en font des comprimés, des gélules, des chewing-gums. Ici, vous voyez même une sucette qui est vendue par Kim Kardashian. Et donc, c'est des produits qui sont positionnés sur la minceur, c'est-à-dire pour arrêter de grignoter. On a un deuxième actif qui lui est positionné sur la rétention d'eau. Vous savez, c'est quand on a les jambes gonflées. Donc, c'est un produit qui fait éliminer, qui est détoxifiant. Et le tout dernier qu'on vient de lancer, c'est un actif qui agit sur l'anxiété et la dépression. Et vous voyez une étude clinique qui montre qu'on est aussi efficace que le Prozac pour diminuer la dépression. Donc c'est assez impressionnant. Et à chaque fois, tous nos actifs sont brevetés avec des études cliniques. Donc c'est beaucoup d'investissement en amont, beaucoup de temps. Et puis 3-4 ans après, on est capable de sortir des actifs qui rencontrent bien leur marché. Et dernière entreprise, Fitality. Donc Fitality, en fait, l'idée, c'était de dire, on vend des actifs et on conseille des laboratoires. Pourquoi nous-mêmes, on ne vendrait pas des produits finis? Donc on a fait le pari que on pouvait mettre des ingrédients actifs dans des produits alimentaires, notamment le café. Moi-même, je suis un grand consommateur de café et un jour, je me suis réveillé en me disant, mais quitte à boire un café que ça m'apporte pas d'autre chose que de la caféine, c'est-à-dire un coup de stimulant, pourquoi ça m'apporterait pas d'autres bienfaits? Donc on a développé un café avec le fameux extrait de safran pour diminuer les grignotages, on a un café anti-stress, on a un café type Red Bull qui booste. Et puis, on a développé toute une gamme de tisanes, donc c'est disponible en capsule Nespresso, en capsule Senseo. Autant dans mes autres entreprises, on était en B2B, ici on est en B2C, donc c'est pas un marché facile, c'est d'autres modèles économiques, mais voilà, c'est assez passionnant. Merci Cédric pour cette présentation. Lors de la préparation, c'est vrai qu'on vous nous avez dit que cette entreprise a plutôt une taille en fait capitale, d'être présente dans une capitale. Donc justement, quels sont les types de profils que vous recrutez et comment faites-vous pour les attirer pour venir travailler à Saint-Brieuc, qui n'est pas forcément une capitale? Alors, c'est une bonne question, effectivement, qui surprend souvent nos clients parce qu'effectivement, dans ce conseil, vous voyez qu'on conseille des clients dans le monde entier, plutôt des grosses enseignes qui ont généralement leur siège dans les capitales. Et effectivement, on a fait le pari de dire on s'installe à Saint-Brieuc. En termes de profil, pour répondre à votre question, on recrute des cadres qui sont souvent docteurs en sciences, qui ont un bac +10, qui sont des docteurs en toxicologie, en médecine, en pharmacie, ou des ingénieurs agro. Pour revenir à ce que disait Stéphane, c'est effectivement des profils qui sont assez rares, assez demandés, bataillés, en gros, des cadres qui n'ont pas besoin de chercher du travail et qui sont au contraire assez chassés. Ouais. Et du coup, pour les attirer à Saint-Brieuc, vous m'avez parlé du télétravail que vous avez mis en place bien avant tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, où quasiment tout le monde a fait du télétravail au moins une fois depuis mars 2020. Vous l'avez mis en place au sein de Nutraveris depuis 2007. Et justement, qu'est-ce que vous mettez d'autre en place afin d'avoir un meilleur cadre de vie pour vos collaborateurs qui peuvent vouloir rester, habiter en région parisienne ou ailleurs et travailler à Saint-Brieuc? Oui, alors je crois qu'effectivement, pour revenir en amont, comme on l'a entendu dans les premières interventions, travailler la marque employeur, c'est quand même hyper important, c'est-à-dire développer l'aura d'entreprise, la communication, savoir vendre son entreprise, et puis bien sûr, derrière, proposer et que ce soit vérifié des valeurs et un véritable environnement de travail. Avant de venir sur le télétravail, j'aimerais également vous dire que sans doute, la meilleure façon que j'ai de recruter, et je l'ai vu sur les derniers cadres que j'ai recrutés, c'est de vous parler de mon expérience personnelle. Je suis pharmacien, j'ai fait une thèse, je suis diplômé de l'ESCA en école de commerce, et j'ai travaillé plutôt pour des boîtes internationales. J'étais jamais à la maison, j'étais sur Paris alors que je suis né sur Saint-Brieuc. Et puis, donc je suis marié, j'ai 3 enfants. À cette époque-là, on avait 2 enfants. Et puis la journée parisienne, c'est on commence à 6 heures, on prend un train, on met 1 heure de transport ou les bouchons quand on prend sa voiture. Et puis on finit à 20-21 heures, on est à 22 heures chez soi. Les enfants sont couchés par la nounou. On n'a pas vu ses enfants de la journée et puis on verra pas sa femme parce qu'on est fatigué.
Et au bout d'un moment, ça a été un déclic de dire ras-le-bol de cette vie-là, retournons à Saint-Brieuc. Et du jour au lendemain, ma femme a démissionné, elle est pharmacienne d'officine. Moi-même, j'ai démissionné alors que j'avais un fantastique poste et j'ai créé Nutraveris. Et je suis pas déçu, c'est-à-dire qu'en qualité de vie, Saint-Brieuc, tout est à 5 minutes. Hein. Alors on peut critiquer Saint-Brieuc, mais Saint-Brieuc, on a 5 minutes de la mer, 5 minutes de la campagne, on a des belles infrastructures, la ville se démène pour aménager la ville, pour permettre aux entreprises de s'installer. Donc je crois que ce qu'on peut vendre avant tout à nos salariés après ou en même temps que l'aura de l'entreprise, c'est aussi la qualité de vie, avec un marché immobilier qui est quand même pas cher si on compare à Rennes, Saint-Malo, Vannes. Mais qui augmente aujourd'hui, avec le contexte justement où justement depuis la Covid, le Covid, les gens ont envie de revenir en Bretagne. Et justement, quand vous parlez de télétravail, vous mettez aussi en place toute une structure. C'est que le salarié, votre collaborateur, il n'a pas besoin de s'inquiéter de son train, de son hôtel, de toute la structure autour de son déplacement. C'est pris en charge 100% par Nutraveris. Et du coup, c'est aussi une charge mentale en moins, entre guillemets, pour vos collaborateurs quand ils viennent au bureau. Parce que certes, depuis 1 an, ils y viennent peut-être un peu moins, mais l'idée, c'est quand même qu'ils passent 2 à 3 jours par semaine sur Saint-Brieuc, c'est ça? C'est ça, exactement. Et comme vous l'avez dit, effectivement, nous, depuis 2008, on pratique le télétravail, on est agile avec ça. Je pense que ce qui est bien, c'est le confort du salarié, effectivement, que tout soit organisé, tout soit pris en charge, que ce ne soit pas déduit de son salaire et qu'il puisse travailler pleinement et sereinement chez nous. Ouais, avec une souplesse et une confiance mutuelle, en fait, accordée au travail réalisé. Et vous parliez d'agilité, il y a une petite anecdote que vous avez en agilité managériale et qui m'a fait sourire et qui montre à quel point vous voulez attirer et puis aussi conserver les talents que vous avez chez vous, avec une salariée justement qui a souhaité aménager à la montagne. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ça, donc ça parlera à sans doute les entrepreneurs qui nous écoutent. Effectivement, j'ai une salariée qui est venue me voir alors c'était tout avant le premier confinement, donc début 2020, en me disant je suis tombée amoureuse de la montagne. Ensuite il y a eu le Covid, donc c'est une conversation qu'on a encore eue derrière, en disant ma vie a changé et j'adore l'entreprise, j'adore ce que je fais. On travaille depuis plus de 10 ans ensemble, mais moi je veux vivre à la montagne, donc je vous donne ma démission parce que toute évidence, il n'y a pas de solution. Et puis, j'ai mis 2 jours à réfléchir et puis je suis revenu la voir en lui disant mais non, il n'y a pas de problème, l'entreprise te suit. Parce que c'était une salariée que je voulais garder, avec qui ça se passait bien. Et plutôt que de me braquer à dire on arrête tout, c'est inadmissible et puis je recrute, non, je me suis dit soyons agiles et elle me le rend 1000 fois. C'est-à-dire qu'elle est autonome, elle est impliquée et ça marche très bien. Et vous avez créé une succursale du coup à la montagne. C'est ça, à Thonon-les-Bains. À Thonon-les-Bains. À proximité aussi d'autres pays qui peuvent être intéressants aussi pour vous, vu que vous faites plus de 70% de votre chiffre d'affaires à l'export. Absolument. Sur le plan logistique, c'est à côté de Genève, donc c'est parfait aussi. Et juste un petit conseil pour terminer, peut-être à donner aux entrepreneurs qui souhaitent recruter des profils assez rares comme les vôtres? Alors j'en aurais 4. Je dirais le premier, on a déjà parlé, c'est continuer à travailler les valeurs de l'entreprise, effectivement, la marque employeur pour être capable d'attirer des talents. En 2, je dirais, formez-vous au métier de dirigeant. Moi, je l'ai beaucoup fait. Il y a beaucoup de réseaux, le CJD, Réseau Entreprendre, APM. On ne devient pas dirigeant, on l'apprend tous les jours, notamment sur la partie RH. Apprendre à mieux se connaître, apprendre que les personnalités sont différentes et qu'on a besoin d'être complémentaires. En 3, je dirais écoute et souplesse. Moi, j'accorde beaucoup d'autonomie et de confiance à mes salariés. Alors, des fois, ils sont perdus parce qu'ils ont besoin de cadre, mais ils trouvent des solutions souvent très innovantes et ils me le rendent 1000 fois parce que je suis à l'écoute, parce que je suis souple pour que ce soit agréable de travailler dans ce contexte. Et puis là, je ferai peut-être la transition avec l'intervention d'après. J'ai fait le choix de recruter une responsable RH en 2014. À l'époque, on était 11 ou 12 salariés, donc c'était quand même un gros investissement. Et je regrette pas parce que quand on est à fond dans le développement, la tête dans le guidon, on se rend plus compte de choses. Et
d'avoir recruté ce poste-là, ça permet d'avoir un véritable relais dans l'entreprise, quelqu'un qui est au quotidien avec les employés, qui les écoute, qui est capable de m'envoyer des signaux, qui étaient des signaux faibles que je n'entends pas forcément. Et je pense que c'est important aussi de bien s'entourer et d'être capable d'être dans le développement, mais d'avoir des relais en interne dans l'entreprise pour que tout le monde soit heureux et que l'entreprise se développe bien. Ouais. Merci en tout cas Cédric pour ce témoignage. Justement, ça fait la transition toute trouvée avec Code Codehouse et Xavier Pisson, un jeune dirigeant. Et justement, lui, pour l'instant, il ne s'est pas entouré tout de suite de RH et il est obligé de faire tout seul. Il est un petit peu couteau suisse et polyvalent. Il va nous présenter sa société. Je suis désolée, on a un petit peu de retard, mais il va nous présenter sa jeune entreprise Code Codehouse. Et ensuite, je lui poserai quelques questions aussi sur la façon dont il s'y prend pour recruter, son retour d'expérience et ses conseils. Xavier, je te laisse ouvrir ta caméra et ton micro pour nous présenter ta belle start-up. Merci Claudie. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, Claudie? Oui, c'est bon, tout est OK. Super, on entend bien. Bon, bonjour à tous. Donc Xavier Pisson, créateur de l'entreprise Code Codehouse il y a maintenant 4 ans. Donc je vais essayer d'aller vite pour rattraper le retard parce qu'il y en a qui ont faim, j'entends vos ventres gargouiller. Donc Code Codehouse, ça fait 4 ans qu'on existe, je suis 100% chef d'entreprise que depuis mars 2020. On vend des poulaillers mais pas que, et on fabrique surtout nos produits. Et ces 3 mots, les 3 valeurs clés, nos 3 piliers, c'est local, l'engagé de par au niveau de l'environnement et de par un engagement social et solidaire, et également la qualité. On va voir plus de détails juste après. Et pour commencer, alors est-ce que ça passe les diapos? Ouais, ça fonctionne. Claudie, est-ce que ça fonctionne juste? J'ai l'impression que ça passe pas les diapos. Si, c'est bon. Pourquoi Code Code? Right. Ok, pourquoi Code Code? Mais oui, Code Code, c'est Code Codehouse. Vous l'avez deviné, la poule. La poule, c'est quoi? C'est 150 kg de déchets recyclés par an. C'est 250 œufs qu'elle peut vous pondre. Et c'est également un vecteur social. Donc pour moi, la poule, c'est un petit peu osé, mais pour moi, c'est un des acteurs de l'avenir de l'humanité, puisqu'aujourd'hui, j'ai d'ailleurs fait les frais, j'ai travaillé en tant qu'agent de collecte. C'était une expérience extraordinaire. J'ai pu me rendre compte à quel point l'humain jette beaucoup de déchets. Et la poule est une solution qui fonctionne, qui a été testée et approuvée. Et on travaille pour répandre des poules un petit peu partout et que ce soit plus simple de les accueillir chez soi. Donc les origines du projet, c'est depuis que je suis petit, j'ai des grands-parents qui étaient paysans en Côte d'Armor et j'ai toujours eu des poules à la maison. J'ai voulu avoir mes propres poules et donc j'ai construit mes propres poulaillers à partir de mes 6 ans. Et puis, fallait pas s'arrêter avec 2 poules, donc je suis monté jusqu'à une 30aine de poules. Et donc j'ai développé des poulaillers, toujours plus pratiques les uns que les autres parce qu'il fallait aller vite le matin avant d'aller à l'école, etc. Et donc, au fur et à mesure, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait moins. Et donc, j'ai développé des astuces. Voilà, ici, on a quelques astuces de nos poulaillers aujourd'hui que j'ai mis au profit du coup de Code Codehouse. Alors, est-ce que ça fonctionne? Et au fur et à mesure de ces constructions, etc., je me suis dit, mais Xavier, aujourd'hui, quand tu veux acheter un poulailler, où est-ce que tu vas? Eh bien, aujourd'hui, tu vas principalement en jardinerie ou tu le fabriques toi-même. Bon, ces gens-là, pour le coup, ne viennent pas me voir, mais en tout cas, pour ceux qui ne sont pas bricoleurs et qui veulent quelque chose de clé en main, ils vont en jardinerie. Et aujourd'hui, malheureusement, la majorité, si ce n'est tous les produits que vous pouvez trouver en jardinerie, sont fabriqués loin, très loin, vous devinez où. Et ils doivent traverser le monde entier en conteneur. Ils doivent être très légers parce que plus c'est lourd, plus c'est cher au transport. Donc, ils sont très légers. Et qui dit léger dit bois de mauvaise qualité et une tenue dans le temps qui n'est vraiment pas acceptable. Et donc, en 2017, je monte ma boîte. J'ai 17 ans à cette époque et tout s'est bien passé. Il y a eu quelques embûches puisque jeune âge, c'est pas habituel pour toutes les chambres de création d'entreprise, etc. Et puis, on apprend beaucoup, et notamment sur le recrutement, je vais vous montrer juste après. Et donc aujourd'hui, on est super content parce qu'on peut vous proposer tout pour vos poules, que ce soit l'aliment, la litière, etc. On s'est rapproché de partenaires, de paysans locaux, etc., qui ont des valeurs et qui résonnent en nous également. Et on a développé depuis peu également, lors de notre passage dans Silence à Peau sur France 5, une gamme pour que tout à chacun qui a ou qui n'a pas de jardin puisse accueillir la biodiversité chez soi. Donc avec des nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes. Et là, on développe encore plus la gamme. On veut faire plein de choses, on a plein d'idées.
Nos valeurs, c'est local, on en a parlé tout à l'heure, local, puisque nos 6 ateliers de production sont tous en Bretagne. Ces 6 ateliers, c'est 4 ESAT, 2 entreprises adaptées. L'engagement, donc là, les 6 ateliers sont tous, à l'intérieur de ces ateliers, ne travaillent uniquement des travailleurs en situation de handicap, que j'appelle les talents en situation de handicap. Ça les valorise et ils adorent. À chaque fois que je vais là-bas, je passe souvent la journée avec eux. Et on a eu l'occasion de faire un film que je vous invite à regarder sur la page d'accueil du site Code Cotehouse. Et vous allez pouvoir voir pendant 3 minutes, je vous emmène avec moi à la visite des ateliers. Et ça me rappelle quelque chose lors de cette visite d'atelier et lors de la journée de tournage. Les travailleurs étaient juste, c'était la première fois qu'ils étaient filmés, donc ils étaient juste super ravis. Et moi, je suis super content de travailler avec ce genre d'entreprise. Également l'engagement, de par l'engagement environnemental, on fabrique des produits pour aider notre belle planète. Eh bien, il faut y aller jusqu'au bout. Et donc, ça commence à l'origine. Quel bois on utilise? Et donc, nous, on a fait le choix d'utiliser que du bois coupé en Bretagne, non traité. Et c'est du pain de glace, c'est un bois de qualité, d'où notre 3e valeur, la qualité. On choisit des matériaux de qualité, des matériaux nobles et des sections importantes pour que ce soit durable. C'est lourd, mais c'est durable. À qui on s'adresse? Aujourd'hui, on a une cible plutôt particulière. Alors, particulier, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances. Il y a des gens, vraiment des novices, des débutants, des néo-ruraux qui s'intéressent aux poulets Code Cotehouse et qui démarrent l'aventure et qui en sont toujours ravis. Les poules, c'est 100% satisfait. Et on a développé également des poulaillers qui sont adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Ça, c'était une demande, puisque aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, on a pu développer ces produits. Et là, on a l'exemple ici de Luc. C'est un cadeau de sa femme. Et donc, j'ai été l'installer à côté du Havre. Et on a également une cible plutôt collectivité, école, EHPAD, entreprise également, puisque beaucoup d'entreprises installent des poulaillers au sein de leur espace vert, puisque dans une démarche de RSE, ça améliore beaucoup de choses, la cohésion d'équipe, etc. Également, la réduction des déchets, salle de pause par exemple, tous vos restes de sandwich peuvent aller aux poules, et puis les employés récupèrent les œufs. Et on a également la 3e cible qui sont plutôt des revendeurs pour vendre nos produits. Tout ça, on ne va pas s'en arrêter là. J'ai 21 ans aujourd'hui. L'idée, c'est de développer. Et pour développer, il faut recruter. Et donc là, l'idée, c'est de travailler également sur un recrutement pour tout ce qui est communication. Et là, comment s'y prendre? Eh bien, mon constat, c'est que j'ai fait un premier recrutement il y a maintenant 1 an. Et j'étais seul. Je n'étais pas accompagné. Et c'était le brouillon. C'était une galère monstre. C'était compliqué de lire tous les CV, de les trier, etc. Et donc, de ce constat, ça a été un recrutement qui a été raté. Après ça, j'ai voulu chercher des solutions et une solution que j'ai découverte, c'est l'OPCO. Très peu d'entreprises aujourd'hui connaissent le panel de formation que peut proposer l'OPCO et d'accompagnement. Et c'est grâce à cette découverte et à donc Cathy, qui est ma conseillère OPCO, l'OPCommerce, que j'ai pu découvrir Stéphane, que j'ai pu faire appel au service de Stéphane pour m'accompagner sur le 2e recrutement. Et donc, on a pu rédiger ensemble une fiche de poste. Ça a été posé, organisé, rapide, puisque Stéphane est hyper disponible. Et on a pu choisir comment est-ce qu'on diffusait. Est-ce qu'on contacte plutôt les écoles ou et c'est eux qui font une sorte d'écrémage, ou est-ce qu'on passe plutôt par une diffusion large sur les réseaux comme on a vu tout à l'heure. Et puis ensuite, une fois qu'on a des CV, comment est-ce qu'on lit un CV? Ça, j'ai appris, on priorise, on ne va pas lire tout un CV, on va voir qu'est-ce qui nous intéresse en premier. Et puis ensuite, comment gérer un entretien? Il y a des petites astuces qui me rappellent, qui me font rire. À chaque entretien, par exemple, c'était de poser une question. Quelle est la différence entre la mésange bleue et la mésange charbonnière? Et c'est une question qui déstabilise un peu le candidat. Et mine de rien, on voit ses capacités à répondre. On voit s'il a pas la réponse, il va vous sortir quelque chose. Donc ça, après, c'est adapté en fonction des entreprises. Mais ce genre de petites questions comme ça, c'est super intéressant. Ça apporte un petit peu de fun dans l'entretien. Ça détend. Puis derrière, tout se passe bien. Une fois qu'on a l'annonce, il fallait la diffuser. Donc j'ai appris quels étaient les meilleurs outils. Moi, dans mon cas, ça a été pour l'instant que de l'alternance. Donc voilà, ici, Facebook, ça fonctionne très bien. Bretagne Alternance, Walt également, qui est un nouveau réseau. Et puis, le gros conseil que je peux donner, c'est de centraliser. Lors du premier recrutement, j'avais laissé le mail, j'avais laissé le téléphone.
etc. Et je recevais les CV de partout. Et j'ai découvert un outil qui s'appelle Indeed et qui permet de centraliser et ensuite de filtrer et de savoir où on en est. Et c'est très, très efficace et c'est gratuit. Et là, en septembre, il se passe quelque chose. En septembre, du coup, est-ce que ça passe? Les diapos passent? Bon. Oui. OK. En septembre, j'ai trouvé donc 2 profils en alternance. Donc, grâce à l'aide de Stéphane, on a trouvé une chargée de communication qui va être en alternance et un chargé de développement web et de graphisme qui rentreront chez Codecotas en septembre quand on aura déménagé. Et on a besoin encore d'un profil. On recherche encore une personne, une assistante ou un assistant administratif et comptable pour un mi-temps et là également pour début septembre pour gérer tout ce qui est partie administrative. Donc, si vous connaissez, vous, chefs d'entreprise, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Si vous connaissez, voilà, pour ce genre de poste, le réseau fonctionne très bien, je pense. Super, voilà, merci Xavier. Merci Xavier pour cet engouement et cette envie de développer Codecotas. C'est une jolie entreprise, une belle jeune start-up qui ne demande qu'à se développer. Et du coup, justement, tu as essuyé quelques plâtres, c'est ce que tu disais, hein, le fait de ne pas avoir de structuration au départ, d'être un peu désorganisé. Là, tu attaques plus sereinement, du coup, l'embauche de ton premier CDI en septembre. Donc, les alternants, ils sont trouvés, les 2 alternants. Tu t'attaques plus sereinement maintenant, le poste d'assistante administratif et comptable? Voilà, les 2 alternants, ça a été... On a vu beaucoup de CV, on a vu pas loin de 130 CV avec Stéphane, donc ça a été un énorme travail et on a réussi à trouver. Et donc, le deuxième profil, on l'a trouvé grâce à l'école qui a pu nous proposer voilà, une sélection et ça a très bien fonctionné aussi. Et les conseils que je pourrais donner, c'est tout d'abord, rien à voir avec le recrutement, c'est de travailler le cadre pour les salariés. Ça rejoint ce que disait Sarvan tout à l'heure, effectivement. Voilà, c'est ça, c'est super important. Et même pour alternance et hors alternance, même pour nous, on passe quand même la moitié de notre vie, je pense, assis sur notre siège de bureau au travail. Donc, il faut travailler le cadre. Et donc là, je suis en train de travailler, comme on va déménager très prochainement, je suis en train de travailler en achetant du matériel, etc., pour que ce soit le plus ergonomique possible et le plus à l'aise possible. Le deuxième conseil qui, là, plutôt RH, c'est de préparer la rentrée. Voilà, parce que le premier recrutement que j'ai fait, j'avais rien préparé. La personne arrivait comme ça, j'avais même pas fait signer d'horaire, de planning, etc. Donc, faut y aller dans l'ordre, il faut bien tout anticiper, puisqu'après, derrière, on peut nous le reprocher. On peut me dire, bah, ouais, mais attends, moi, j'arrive à 9h alors qu'on n'a rien signé, j'ai rien. Voilà, donc, bien faire les choses dans l'ordre. C'est peut-être mon jeune âge aussi. Donc, maintenant, j'ai appris de ces erreurs. Maintenant, le troisième recrutement sera beaucoup mieux. Et le troisième conseil, c'est l'accompagnement. Moi, avec Stéphane, j'ai appris beaucoup. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et il t'a formé, du coup, donner des astuces, des trucs et astuces pour pouvoir mieux anticiper les challenges qui t'attendent. Ah, oui. Super. Et ben, merci en tout cas pour ton témoignage, Xavier. Merci à toutes et à tous. Voilà, on a débordé du timing de 20 minutes. Je vois que les gens sont encore connectés. On espère que ces informations vous seront utiles dans votre quotidien d'entreprise pour vous développer. Donc, je remercie tout particulièrement l'ensemble des participants, ainsi que mes collègues Cécile et Bastien qui m'ont épaulé à la technique sur la réalisation de ce webinaire. Comme d'habitude, on vous enverra un questionnaire de satisfaction et puis on espère vous retrouver en présentiel prochainement, très prochainement. On croise les doigts pour échanger à nouveau, pouvoir réseauter après nos échanges. Je vois que dans le chat, il y a eu des échanges entre Sophie et Catherine de M3 Sanitrade. Donc, si jamais vous avez besoin des coordonnées de quelqu'un qui a participé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, on se vous dit à très bientôt. Bon après-midi et très bon week-end à tous. Merci encore.